Bonsoir tout le monde. Donc, c'est moi qui présente notre camarade et ami Pascal Mass ici présent, qui est un grand ami du cercle étant donné que on s'est rencontrés la première fois lors de notre colloque sur la Russie de 2014, qui était le premier du genre qui nous avait valu à l'époque d'avoir une petite visite des renseignements généraux qui existaient encore. Et Pascal, à cette époque, mais depuis plusieurs années déjà, était conseiller auprès de la représentation du Tatarstan, donc qui est une république, qui est l'un des 80 sujets de la Fédération de Russie et qui a, de par son statut, sa population assez particulière, eh bien, qui a des antennes diplomatiques un peu partout dans le monde qui s'occupent de représentation économique et commerciale essentiellement. Et donc, Pascal étant un spécialiste du Tatarstan, mais là sur la zone Europe et Afrique actuellement, et nous avons décidé de... Pascal nous a fait aussi une conférence il y a quelques années sur la question donc de l'islam russe, qui est l'un de ses sujets d'expertise particuliers, étant donné que le Tatarstan est la région qui a le plus de musulmans en chiffre absolu en Russie. Et c'est là d'ailleurs que les premiers, je dirais pas évangélisateurs, mais que l'islam en fait s'est répandu en Russie depuis la vallée de la Volga, donc depuis le Tatarstan, historique. Et donc, Pascal, qui est aussi un gaulliste, comme nous, un militant RPR de haut vol, qui a connu Charles Pasqua et Robert Pandro, c'est vous dire si c'est quelqu'un qui a un passé politique chargé. Eh bien, Pascal, donc, avec lequel nous avons une communauté, je dirais, idéologique et en termes de valeurs et en termes d'expertise sur la question russe, s'est gentiment proposé de nous faire une conférence sur les BRICS, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le prochain sommet des BRICS aura lieu à Kazan, ville qu'il connaît très très bien. D'ailleurs, pour ceux qui visitent la Russie, je vous conseille, n'allez pas à Moscou, n'allez pas à Saint-Pétersbourg, allez à Kazan. C'est beaucoup mieux que Moscou. Moi, personnellement, je m'y sens beaucoup mieux et en termes de confort, c'est incomparable. Bref, donc Pascal va nous présenter donc le sujet des BRICS avec le point de vue qui est le sien, c'est-à-dire un point de vue d'un russophone expérimenté et d'un spécialiste donc des affaires russes et de l'islam russe. Voilà, je te laisse la parole, Pascal. Écoute, Romain, je te remercie. Merci à vous tous d'être présents, d'avoir répondu favorablement à l'invitation du cercle Aristote. Comme l'a dit Romain, c'est pas ma première prestation ici. Et en effet, j'avais sollicité Pierre-Yves pour parler des BRICS, alors plus précisément de l'année 2024 en tant qu'année charnière des BRICS. C'est comme ça que s'est intitulée cette conférence. Ah, très bien. Oui, vous avez raison. C'est parce que l'année 2024, pour les pays BRICS, c'est-à-dire, je rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique et maintenant les 5 autres dont je vais parler tout à l'heure, c'est une année charnière. Pourquoi? Parce que déjà, après les crises économiques et la crise du Covid, cette alliance, si on peut l'appeler alliance, parce que c'était assez difficile à déterminer, ce groupe de pays est en train de prendre son essor économiquement et dans de nombreux domaines, y compris diplomatiques, militaires, culturels et sportifs. Et il se trouve que l'année 2024, comme il s'agit d'une présidence tournante, c'est la Russie qui préside les BRICS. Bon, 2024, comme vous le savez, il va y avoir des élections présidentielles le mois prochain. Bon, on n'a pas trop de doutes sur le résultat, mais c'est pas ça, c'est pas un phénomène important. Le plus important,
C'est ce qui se passe au niveau des BRICS, justement, de ce regroupement de pays. Alors, pourquoi je n'ai pas dit alliance? Parce que c'est pas vraiment une alliance. C'est difficile à déterminer. C'est que les BRICS, bon, sans le S, sont nés d'une réflexion d'un économiste de Goldman Sachs, pardon, en 2001, qui en a parlé. Alors, bon, la presse occidentale dit que c'est lui qui a créé l'acronyme, mais c'est absolument faux. C'est une éminente professeure d'économie indienne. Je regarde mes notes parce que son nom est imprononçable. C'est Rupa Purushothaman, qui est, qui était à l'époque étudiante en économie et en géopolitique et qui est maintenant conseillère du groupe Tata en Inde. Donc, si vous connaissez un peu l'Inde, le groupe Tata, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, c'est elle qui a défini le concept des BRICS, sans le S, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces pays que je viens de citer se sont aperçus que ils étaient copieusement méprisés par la junte occidentale, le G7, enfin toutes ces grandes puissances économiques autour des États-Unis et de l'Europe, et se sont dit, ben, nous, finalement, on n'est plus des pays du tiers-monde, on est des économies émergentes, on a des populations importantes, on a des liquidités, donc essayons de travailler ensemble. Pour certains, il y avait déjà des relations. Donc, je pense par exemple entre l'URSS, puisque Romain a eu la gentillesse de dire que j'étais de l'époque Brejnev. Donc, donc, en effet, l'URSS avait des relations privilégiées avec l'Inde, et je me souviens, personnellement, j'en rajoute, d'avoir vu Madame Gandhi reçue par Leonid Ilyich Brejnev à Moscou. Moi, ce qui m'interloquait, c'était surtout l'avoir en sari par -10, mais en tout cas, il y avait des relations déjà existantes entre l'Inde et la Russie, parce que il y avait aussi ce phénomène qui est complètement occulté en Occident, qui s'appelle l'Alliance des pays non alignés. Pas si non alignés que ça, certes. Néanmoins, parmi les non alignés, il y avait quand même des grosses puissances comme la Chine et l'Inde. Donc on va y revenir puisque ce sont des membres des BRICS. Alors pourquoi c'est pas une alliance? Parce que euh, d'abord, ce rapprochement entre ces 5 pays s'est fait petit à petit, mais quand même assez rapidement. C'est-à-dire que c'est en 2006, à l'occasion du G8 à l'époque, puisque la Russie faisait partie du G8, avant d'en être exclue pour les raisons que vous connaissez, le G8 se déroule à Leningrad, à Saint-Pétersbourg, et, et donc Poutine invite la Chine et l'Inde, qui ne faisaient pas partie de la petite fête, comme observateurs. Bon, les autres disent, bon, la Chine, l'Inde, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des pouilleux, c'est économie tertiaire et compagnie. Et finalement, en 2009, le premier sommet des BRICS se tient à Yekaterinbourg. Et là, il est décidé de se parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traité, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas comment dirais-je, de rapport final avec des engagements et tout ça. C'est simplement de se parler et puis de se mettre de plus en plus en dehors de tout ce qui est contrôlé par l'Occident, par les institutions de Bretton Woods, donc le FMI, la Banque mondiale, le G7, l'ONU, compagnie. Et donc, ces pays commencent à échanger entre eux. On marquera que c'est pas une alliance à caractère géographique, comme le sont le Mercosur, l'Union européenne, l'ASEAN, l'ALENA, le comité pour l'Afrique australe, là où il y a une cohésion avec une logique territoriale. Là, on a un pays qui est en Amérique latine, un pays qui est en Afrique, les autres sont en Asie, Russie est en Europe et Asie,
C'est pas du tout, il y a pas de cohérence géographique. Il y a une cohérence de volonté de travailler ensemble, de se parler, de s'écouter, d'autant plus que parmi les membres fondateurs, il y en a qui sont en conflit, et en conflit armé. Je veux dire, par exemple, entre l'Inde et la Chine, il y a un conflit armé sur la frontière nord depuis 1962, avec des échauffourées assez régulières et tout ça qui font que c'est pas simple. Entre la Russie et la Chine, c'est je t'aime moi non plus, je t'aime bien, mais je me fais quand même gaffe quand je me retourne. Bon. Donc, c'est un peu sur un mode de méfiance, mais quand même une volonté de travailler ensemble. Et surtout, de se libérer de la pression et du magistère économique et culturel de l'Occident, et notamment de l'Amérique du Nord. En 2011, la Chine fait rentrer l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que, il est vrai qu'à cette époque, le continent africain n'était pas du tout représenté. Et bien entendu, la puissance la plus importante d'Afrique, c'est la République sud-africaine. Bon, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on a Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Le S, bon, il y a une divergence, mais moi je dis c'est la Sud-Afrique, comme ça fait un S. Bon, bon. C'est pas des pays qui ont le même statut au niveau politique, au niveau organisation, au niveau de leur économie, au niveau de leur PIB. Le PIB de la Chine, c'est phénoménal par rapport à l'Afrique du Sud. Je crois que c'est du 1 à 40, par exemple. Et pourtant, l'Afrique du Sud représente 40% du PIB de l'ensemble du continent africain. C'est pour vous dire la disparité entre les uns et les autres. D'un point de vue politique, il y a plusieurs niveaux. Il y a le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde sont des pays où il y a des élections avec des alternances, avec la Russie, la Chine, c'est plus, enfin, il y a plutôt une continuité, dirais-je. Bon, les alternances sont plus variables. Bon, et malgré tout, ça marche. C'est-à-dire que moi, je lis souvent des publications en français, en anglais, en disant les BRICS, c'est n'importe quoi, ça va pas tenir, ils sont pas capables de s'entendre, etc., etc., etc. Bon, sauf que ça marche. Non seulement ça marche, mais ça se croit. Et 2024 est également une année charnière parce que sont rentrés au 1er janvier de cette année 5 nouveaux pays, et que c'est pas des moindres: l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Iran. Excusez du peu. Des gens, tout ce monde-là, avaient plutôt tendance à se parler très fort. Voilà. Le rentre dans les BRICS, les BRICS plus, comme on dit maintenant. L'Arabie Saoudite et l'Iran, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la différence entre ces deux pays, ce qu'ils représentent au niveau religieux, au niveau des liens avec le monde occidental, avec l'économie dollarisée. C'est quand même, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, comme disent certains économistes. Mais ça marche. C'est-à-dire que l'entrée de ces pays qui était assez inattendue aussi rapidement, je pense notamment à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, c'est parce qu'il y a une volonté de la part de ces pays de se dégager, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, de la tutelle financière, économique, bancaire des États-Unis et du dollar. Ça, s'il y a un point qui relie tous ces pays-là sans discussion, c'est se débarrasser du dollar, c'est la dédollarisation, comme on le dit, et qui est en marche parce que ces pays font des efforts pour pouvoir utiliser leur monnaie nationale dans leurs échanges, y compris, il y a des cas très particuliers, des pays d'Afrique, par exemple, qui ne sont pas du tout membres des BRICS, je pense à l'Ouganda, qui a des réserves de change en yuan chinois et qui paye son pétrole russe avec du yuan. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un truc assez original. Hein. Bon, il y a aussi du troc. Il faut pas l'oublier, c'est que j'échange ça contre du blé, etc., etc. Mais ça marche. C'est-à-dire que c'est pas bon, en plus ce sont des pays euh,
qui ont, qui, pour la plupart, sont sortis de la tutelle occidentale dans les années, fin des années 40 et 50. Donc ça veut dire que, bon, qui en plus, pour certains, je pense à la Chine et à la Russie, qui ont vécu sous un régime avec une économie dirigée et extrêmement agressive, donc ils se sont émancipés de ça. Je ne veux pas dire que la Chine est un pays libéral, hein, loin de là. Hein. La Chine, c'est un pays qui donne l'impression d'être libéral, mais l'économie est complètement entre les mains du Parti communiste chinois. Donc, il y a des milliardaires, il y a des entrepreneurs qui réussissent, mais attention, s'ils font un pas de côté, c'est fini. Ils disparaissent. En ce moment, il y a une crise qui est complètement digne d'une économie capitaliste, une crise au niveau de l'immobilier qui fait que la croissance chinoise est en train de marquer le pas à cause de un endettement qui est superlatif. Mais eux, ils s'en moquent puisque de toute façon leur monnaie n'est pas n'est pas compatible avec le dollar dans des circonstances habituelles et ils s'en foutent en vérité. Bon, voilà. Bon. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? 2024, l'année charnière, parce que, comme j'ai parlé des nouveaux entrants, il va y avoir des événements qui vont se passer, comme la Russie préside l'ensemble des BRICS cette année, après l'Afrique du Sud, des événements marquants, mais vraiment marquants. Alors déjà, le fait que des puissances musulmanes rentrent dans les BRICS, c'est pas le premier. La première puissance musulmane des BRICS, c'est la Chine. Et après, c'est l'Inde. Ou réciproquement, ça dépend, parce qu'on ne sait pas trop, étant donné qu'il n'y a pas de statistiques, attendu que les Chinois, avec les musulmans, ça se passe pas très bien. Hein, notamment les Ouïghours, à qui qui sont traités de manière assez peu conventionnelle. Mais les pays qui ont les plus fortes populations musulmanes dans les BRICS, c'est pas des pays arabes, ce sont des pays asiatiques, Inde et Chine. L'Inde, c'est 195 millions de musulmans reconnus, sans parler de ceux qui veulent pas le dire, parce que c'est pas facile pour eux. La Russie, c'est 22 millions, enfin, moi je dis 26, hein, mais c'est reconnu par le CDE 22. La Chine, c'est entre 30 et 60. C'est pour vous dire, comme il est difficile de faire des statistiques, c'est que les Chinois disent, oui, entre 30 et 60 millions. Sur 1,4 milliard, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 60 millions. Alors, c'est plus que la France, quoi, que la population française. Et, je veux dire par là, c'est que il y a aussi des minorités musulmanes en Afrique du Sud, bien sûr. L'Égypte, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une majorité, mais des minorités importantes en Afrique du Sud et au Brésil, c'est quantité négligeable, et en Éthiopie un peu. Bon, euh, en restant sur le domaine de la population musulmane, il y a aussi un événement qui est quand même assez important, c'est que sont rentrés la même année l'Arabie saoudite, qui est le territoire qui accueille les lieux saints de l'islam, sunnite, et l'Iran, qui est le pays où la majorité est chiite. Ces gens-là se détestent copieusement. Et pourtant, ils sont ensemble. Et pourtant, ils sont ensemble. Alors, pas pour tout. Hein, il y a des anicroches. Bon, mais ça marche. Comment les observateurs occidentaux qui glosent sur le fait que ça va jamais se tenir, qu'ils vont se taper dessus, etc., etc., font une grosse erreur parce que l'actualité a fait que, par exemple, la Russie, qui est dans une situation un peu particulière depuis le 24 février 2022, euh, s'est trouvé comme allié l'Arabie saoudite pour maintenir les cours du pétrole. L'Iran fournit des drones.
Tout ça, c'est des choses qui étaient inattendues de la part des instituts de recherche et de tous les, les experts économiques Goldman Sachs, je ne sais quoi, enfin, bon, tout cela. Bon, donc c'est quelque chose d'essentiel, c'est de voir que ces pays qui sont censés ne pas se supporter, bah, finalement, collaborent ensemble. Ah, bon. De toute manière, la fin justifie les moyens. Et là, eux, ils n'ont pas de compte à rendre à des opinions internationales, etc., etc. Ils font du business, ils font des alliances, ils développent leur pays. Et quand je parlais des cas précis que je viens de vous citer, je pense aussi à la coopération Chine, Russie, Inde dans le domaine spatial. Hindustan Industries n'a rien à envier à l'Agence spatiale européenne en matière de satellites. Les lanceurs russes et chinois sont là pour envoyer des satellites en orbite. Il n'y a pas de problème. Et en plus, on se paye entre nous, je te donne du blé, tu me donnes du pétrole, et puis tu me lances mon satellite. Bon, ça marche. Hein. Vous savez, l'économie de troc, quand on voit comment ça se passe avec les marchés financiers, l'économie de troc, c'est quand même la base. Et puis surtout pour des civilisations qui ont fonctionné comme ça depuis des siècles, des millénaires. 2024, année charnière, pourquoi? Je vous ai parlé des événements. Tu vois, quelque chose qui est très important, enfin à mes yeux, c'est la diplomatie sportive. Qu'est-ce que c'est la diplomatie sportive? C'est qu'on organise des événements et où tout le monde est content, le sport, c'est valeur universelle, etc., etc. Mais en même temps, ça permet à ce que des gens qui sont pas du tout, enfin dont les pays officiellement ne sont pas du tout en mesure de se côtoyer, se retrouvent sur un terrain de football, sur un tatami ou dans un bassin d'une piscine. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que cette année, il va y avoir trois événements de nature sportive qui vont se dérouler en Russie. Il y en a un dont vous n'avez certainement pas entendu parler, qui sont les Jeux de l'avenir, qui se déroulent à Kazan, parce que ce sont des jeux hybrides, sport physique et sport virtuel, e-sports. Le Tatarstan, dont Romain a si bien parlé, c'est la région la plus développée en termes d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, de IT, etc. C'est aussi la capitale sportive de la Russie, qui a accueilli les Jeux olympiques universitaires en 2013, qui accueille chaque année un événement de nature mondiale en matière sportive. 2015, c'était les championnats du monde de natation. Il y a aussi bien sûr des sports d'hiver comme la patinage, etc. Et donc, Kazan est la capitale sportive du Tatarstan, de la Russie, reconnue comme telle parce que pour la préparation des universiades, c'est-à-dire les Jeux olympiques universitaires de 2013, la ville a été complètement refaçonnée pour pouvoir accueillir des Jeux olympiques avec les critères du CIO. On est en 2013, c'est pas comme maintenant. Mais la ville est prête. Et je me souviens, en 2017, lorsque nous avons organisé la grande fête populaire ici à Paris, le maire de Kazan avait dit à Hidalgo, si vous n'êtes pas prêt, nous, on a tout ce qu'il faut. Bon, je serais tenté de dire il peut faire la même présentation aujourd'hui. Bon. Et pourquoi ça vous fait rire? C'est qu'il va y avoir au mois de juin, alors je me souviens plus les dates, ah oui, si, du 11 au 23 juin vont avoir lieu les Jeux BRICS. Ah, donc, les Jeux des BRICS. Alors ça, c'est né d'une idée russe qui était... il y avait à l'époque soviétique, à l'époque du bloc de l'Est, il y avait les Spartakiades. C'était une espèce de jeu des pays de l'Est. Ça a été réhabilité en jeu BRICS, c'est-à-dire des nations que je cite depuis tout à l'heure, depuis le début de cette discussion. Mais cette année,
sont invités 50 pays. Et c'est du 11 au 23 juin, un petit peu avant les Jeux de Madame Hidalgo. Et je peux vous dire, vous pouvez faire confiance à l'organisation russe, qui l'a démontré en 2018 avec la Coupe du Monde de football, que ça sera impeccable. Qu'il n'y aura pas de grève des transports, qu'il n'y aura pas de rats dans les rues, et que tout le monde sera logé et satisfait et tout ça. Et beaucoup, alors le CIO bien sûr dit pique-pente sur les jeux BRICS parce que c'est inadmissible, ils veulent interdire à certaines fédérations de participer, etc., etc. Bon, sauf que les mêmes fédérations se disent bah tiens, ça sera une sorte de répétition avant de venir à Paris. Donc je ne sais pas parce que c'est quand même assez mystérieux, hein. Je connais les dates, je sais où ça se passe, j'ai un calendrier, mais je ne sais pas exactement quels sont les pays qui ont répondu favorablement parce qu'ils sont sous la pression du CIO, qui ont répondu favorablement, et est-ce qu'ils enverront des délégations de tous les sports, puisqu'il y a 24 sports qui sont prévus pour les jeux de juin. Et donc, voilà, alors, certains disent, ouais, c'est Poutine, soft power, bah oui, et alors? Et alors? Nous, bon, et alors? Bon, donc, je pense on va passer un excellent moment à Kazan. En plus, à cette époque-là, il fait jour de 3 heures du matin à 22 heures. Donc, c'est ce qui avait été la surprise d'ailleurs des gens quand ils sont venus en 2018, parce que les deux premiers matchs de l'équipe de France de football se jouaient à Kazan. Et donc, même les plus russophobes que je connaisse, bon, à part certains, mais je vais donner les noms après, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Il fait plein jour à 3 heures du matin. Les gens, ils parlent pas, ils parlent une drôle de langue, ils mangent pas la même chose et tout ça. Bah oui, Tatarstan, c'est ça. Hein, Tatarstan, c'est ça. Et donc, ça, je vous ai dit, donc, les Jeux de l'avenir, à partir du 21 février, après-demain, pour 9 jours. Donc, Jeux sportifs, puis Jeux électroniques et tout ça. Les Jeux BRICS, au mois de juin. Et puis, un autre truc qui est sorti, mais alors là, j'ai pas trop d'informations parce que c'est sorti un peu tard. Les Jeux de l'amitié, qui sont en vérité une résurgence de jeux panafricains qui se tiendront, alors non, là pas à Kazan, mais à Moscou et à Yekaterinbourg au mois de septembre, du 15 au 29 septembre. Donc, vous voyez, la diplomatie sportive, c'est quelque chose qui tient la route. Ça fait jaser, alors pas ici, hein, personne n'a entendu parler de tout ça, hein. J'imagine que ce que je vous dis là, c'est comme si je vous disais on va organiser des jeux sur la Lune, hein. Mais, mais, mais dans les milieux informés, et surtout sur le continent africain et sur le continent latino-américain, là on en parle. Parce que c'est également une reconnaissance pour ces pays qui sont considérés par le CIO et par tous ces organismes tenus par les États-Unis et par la puissance occidentale comme des pays du tiers-monde. Mais le problème est que tous ces pays qui constituent les BRICS, bon, la Russie est un cas particulier, il est vrai qu'il y a 40 ans, c'était des pays en voie de développement. Bon, quand vous voyez la Chine maintenant, deuxième puissance mondiale, quand vous voyez l'Inde, cinquième puissance mondiale, devant la France, c'est plus pareil. Alors, il y a des gens qui, dans les rédactions ou à l'ENA ou à Sciences Po, qui considèrent que ce sont toujours des pays de crève la faim et tout ça, parce que oui, il y a des disparités sociales, c'est évident, mais c'est plus du tout le même paradigme qu'en 1960. Plus du tout. Et euh, là, dans les nouveaux pays de BRICS qui sont entrés au mois de janvier, donc l'Égypte, bon, même s'il y a des difficultés économiques énormes, c'est un gros morceau. L'Éthiopie, c'est le pays d'Afrique qui est la plus forte progression, croissance continue. Bon, il est vrai qu'elle est largement soutenue par la Chine. Dans l'économie éthiopienne, il y a beaucoup de pré-bail
Ça, ils savent pas trop ce qu'ils ont fait. Nonobstant, l'économie éthiopienne tient le coup. À côté des autres, ça marche. Bon, donc, je veux dire par là, c'est que on a pu affaire à des petits pays sans importance, enfin sans importance. Moi, j'ai jamais considéré que l'Égypte était un pays sans importance mais bon, par rapport à l'arrogance des Occidentaux, ça c'est quelque chose ça aussi qui est bien partagé par tous les BRICS, c'est il y en a marre de cette arrogance de ces Nord-Américains, de ces Européens. Les Japonais font gaffe, hein, parce que ils savent bien quand même qu'ils ont des voisins qui sont capables de les tourmenter. Mais là aussi, il y a une forme de, de reconnaissance de leur capacité. C'est-à-dire que l'Inde, la Chine, en particulier, la Russie dans une moindre mesure, parce que c'est un développement un peu différent, se rendent compte de leur puissance, se rendent compte de leur capacité humaine, stratégique et économique, et maintenant ça va plus être pareil. Pourquoi l'Arabie Saoudite et les Émirats sont rentrés dans les BRICS? Moi-même, j'étais un peu surpris. Je me dis, quand même, l'Arabie Saoudite, c'est un porte-avions américain depuis les années 50. Mais non, parce que MBS, l'héritier, il a compris que les Américains le laisseraient tomber un jour ou l'autre, qu'il n'y aurait plus besoin de pétrole et qu'il faut faire autre chose. Et donc, et alors là, avec l'entrée des Émirats arabes unis et de l'Arabie Saoudite, là, c'est la grosse caisse qui arrive. C'est un coffre-fort. Et pourquoi ça a une importance? Parce que je vous ai parlé un peu brièvement, mais j'y reviens. C'est que ces pays envisagent la dédollarisation. C'est-à-dire, pourquoi la dédollarisation? Parce que déjà, d'être obligé d'acheter pour effectuer des paiements, une monnaie qui coûte cher, dont on ne sait absolument pas quelle sera sa valeur le lendemain, ça, c'est très fragilisant pour une économie en voie de développement ou émergente. Donc, la dédollarisation, c'est de pouvoir échanger dans sa propre monnaie et ne plus être dépendant du cours et de la planche à billets de Washington. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on connaît, c'est la dépaysation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est que Obama, le génial Obama, euh, a fait adopter un système qui veut que quand on échange en dollars, même si les États-Unis sont absolument pas concernés, parce qu'un échange entre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire en dollars, ça devient un échange, une transaction qui peut être contrôlée par le Department of Justice, avec des conséquences qui peuvent être tragiques. Nous avons eu un numéro 2 d'Alstom qui s'est retrouvé en prison parce qu'il était accusé alors qu'il n'y avait rien à voir, c'était une affaire entre l'Indonésie et puis je sais plus qui. Mais comme il y avait le dollar, bah ben non, mais c'est le dollar, donc c'est nous, c'est le droit américain. Donc, il y a de plus en plus de pays, y compris des pays qui sont dans la zone dollar, hein, en Amérique latine, au Chili, le Chili par exemple, certains du Mercosur. Bon, là, le cas de l'Argentine est assez particulier, mais des pays du Mercosur se disent, bah finalement, qu'est-ce qui va se passer si on traite avec la Turquie ou l'Iran? Bon, on va subir des conséquences terribles, etc., etc. Donc, le phénomène de dollarisation qui était à l'origine un point de convergence des pays BRICS s'étend à d'autres pays. Et je lisais encore dernièrement que, par exemple, l'Ouganda envisage de payer ses échanges avec la Chine en bitcoins. Pour le faire. Hein. Donc, échanger dans une monnaie qui n'existe pas. Alors, il existe un embryon de banque pour le développement qui a été créé en 2014 à l'initiative de la Chine. C'est pas la Banque centrale européenne, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans l'esprit des économistes et des dirigeants des pays BRICS, chacun a sa monnaie, il en fait ce qu'il veut, elle est convertible, elle l'est pas, elle est dévaluée, on s'en fout. Mais
On va essayer, alors ça c'est à l'initiative de la Russie encore, mais il y a quelques années, c'est d'avoir comme nous avons connu, en tout cas je parle pour ceux qui ont connu cette époque, le serpent monétaire européen avec l'écu, c'est-à-dire une monnaie qui n'existait pas, mais qui permettait de faire des échanges entre les pays de la communauté européenne, économique européenne, sans être obligé de passer par des taux de change, d'enrichir les banques, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est en cours de développement. Par ailleurs, toujours pour ce qui est de l'aspect économique et notamment financier, les géniaux américains ont décidé de couper l'accès au SWIFT à la Russie après l'opération spéciale de 2022. Bah oui, sauf que les Chinois, ils avaient prévu le coup. Donc, il existe un système parallèle de paiement de compensation entre banques nationales et carte MIR. MIR, c'est russe. MIR, ça veut dire le monde et ça veut dire la paix. La carte de paiement MIR est de plus en plus acceptée dans des pays parce que, bon, bah, évidemment, les Russes, ils peuvent pas payer avec des cartes sur des banques qui sont sous sanction. Donc, avec la carte MIR, à Chypre, membre de l'Union européenne et de l'euro, on peut payer avec la carte MIR, qui est beaucoup plus acceptée d'ailleurs que la Visa ou l'American Express. Donc, voyez-vous, il y a des changements comme ça, on n'en parle pas trop, mais ça se fait petit à petit. Et du fait que et il y a des contentieux entre différents pays, et c'est pas des moindres, parce que la Chine, l'Inde et la Russie, et la Sud-Afrique, c'est des pays qui ont l'arme nucléaire. S'ils se fâchent un peu tout rouge, ça peut mal se terminer. D'ailleurs, l'Inde a un contentieux, donc il y a le contentieux frontalier de 1962 avec le Nord. Il y a un contentieux à propos du Tibet et du fait que les Tibétains sont réfugiés en Inde. Et puis il y a aussi, alors c'est un autre contentieux qui est moins visible, c'est que dans le développement des routes de la soie, la Chine a fait des investissements considérables en Afghanistan de façon à constituer une route qui va de la Chine au Pakistan, donc à l'océan Indien, en passant par l'Afghanistan. Ce qui plaît pas tellement aux Indiens, qui eux sont allés aux Iraniens. Donc vous voyez un petit peu, hein, là c'est du billard à trois bandes. Hein. Hein, donc c'est toutes ces choses-là sont susceptibles de créer des conflits. Or il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que et c'est convenu, on n'est pas d'accord sur tout, ben on n'en parle pas. Comme ça évite de se fâcher, ça évite les malentendus, tout ça, et chacun fait ses affaires. Alors, beaucoup, ça c'est la mode en ce moment, de dire que la Russie est en train de pousser ses pions en Afrique et tout ça. Elle pousse pas ses pions, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est que euh, beaucoup de pays africains se reconnaissent plus dans l'esprit qui anime les BRICS que dans la France-Afrique, simplement. Hein. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les investissements et la présence économique en Afrique, il n'y a pas que la Russie. Il y a la Chine, qui est très importante, avec ses systèmes de pré-bail, etc., a acquis une sorte de référence auprès de pas mal de pays africains. La Turquie, comme ça, ils disent rien, mais ils sont là quand même, hein, en Afrique occidentale. Et la Turquie avait souhaité, Erdogan avait présenté sa candidature pour rentrer dans les BRICS. Bon, les autres, ils ont dit, on t'a vu venir, petit père, on sait très bien, tu es dans l'OTAN, tu t'es complètement vendu aux Américains, il n'est pas question que tu rentres chez nous. Bon, donc Turquie, dehors. Plus l'influence dans les anciens pays soviétiques, le Kazakhstan, le Turkménistan, qui n'était pas de nature à satisfaire le maître du Kremlin. Je ne reviens même pas sur l'affaire du Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui était aussi un sujet de controverse qui pouvait mal terminer. Donc, la Turquie dehors. Bon. Parmi les candidats
moi j'ai été surpris qu'il ne rentre pas cette année, mais je pense que l'année prochaine, ils seront rattrapés, c'est l'Algérie. L'Algérie est un pays fondamental dans le développement des BRICS parce que d'abord, avant l'arrivée des nouveaux, je parle de l'Égypte et de l'Éthiopie, il n'y avait qu'un seul pays africain, c'était la Sud-Afrique, au sud, et l'Algérie tout au nord, avec des éléments économiques cohérents en matière d'énergie, avec des relations économiques anciennes entre la Russie, la Chine et l'Algérie, plus aussi probablement envie de mettre un peu de poil à gratter dans les intérêts de la France. Donc, créer un axe nord-sud. Bon, l'Algérie n'a pas été admise cette année, mais elle est candidate et des discussions, des petits mots par-ci par-là font croire qu'ils rentreront l'année prochaine. Son candidat, et c'est pas des moindres. Alors, la candidature n'a pas été formellement déposée. L'Indonésie. L'Indonésie, c'est 276 millions d'habitants. Premier pays musulman au monde, avec des capacités en matière agricole et aussi économiques fondamentales. Les Indonésiens savent faire des avions comme nous, ils savent, enfin les assembler. Ils savent faire des satellites. Et alors, avec la proximité Inde-Indonésie, je peux vous assurer que là, il y a un axe qui est aussi intéressant. Et l'Indonésie est le plus grand pays de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est l'association des pays du Sud-Est. Et dans les candidats, il y a aussi le Vietnam. Vietnam, 100 millions d'habitants, c'est plus que la France. Et les relations entre la Russie, l'URSS, et le Vietnam sont excellentes, alors qu'elles sont détestables avec la Chine. Donc, vous voyez, il y a encore des sujets à la fois de satisfaction, mais aussi de méfiance. Mais le Vietnam dans les BRICS, je peux vous assurer que ça va faire du bruit. Parce que ils sont eux aussi ASEAN et ils ont une influence déterminante, notamment dans certains pays occidentaux, parce que les diasporas, les diasporas sont en même temps aujourd'hui des atouts pour les pays BRICS. Je vais donner un exemple que je connais bien, c'est celui de l'Inde. Le gouvernement indien a décidé, il y a ça quelques années, mais le Premier ministre Modi est régulièrement reconduit, d'accorder la nationalité indienne à quiconque est d'origine indienne et qui peut le prouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est de parents ou de grands-parents nés en Inde, donc même avant l'indépendance, il suffit de le prouver et on a aussitôt la nationalité indienne, sans perdre la sienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant que citoyen indien, on peut créer une société, on peut acheter du terrain, on peut être fonctionnaire, enfin tout un tas de choses qui sont interdites aux étrangers. Et pourquoi Modi a fait ça? C'est parce que beaucoup de techniciens, de gens qui ont été formés au Canada, en Europe, aux États-Unis, des gens qui ont un haut niveau d'éducation, mais qui n'étaient pas particulièrement bien considérés dans les pays de résidence, que je pense aux États-Unis, au Canada, ben maintenant, ils peuvent revenir en Inde où là, ils sont les patrons. C'est-à-dire que un chargé de mission indien dans la Silicon Valley, ben, il est chargé de mission, tandis qu'il est chef d'entreprise à Bangalore. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Et j'ai noté ça avant de venir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors des premières discussions qui ont eu lieu pour les primaires du Parti républicain américain, il y avait un candidat qui est d'origine indienne, un milliardaire, hein, pas un gars qui fait des cheese naan, hein, et du Kerala. Et il a fait un score dérisoire. Il a tout de suite arrêté.
C'était, je crois, après le caucus de l'Iowa. Je crois que c'était au tout début. Il a dit, oups, stop, 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 stop. Je me mets derrière Donald. Et ce type-là, bon, du fait de sa richesse et du fait de son origine et du fait de son talent, c'est quelqu'un qui est capable de mettre en exergue des relations entre les États-Unis et l'Inde, comme l'Afrique du Sud, avec la grande communauté d'origine indienne qui est en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, je pense à Tanzanie, au Kenya, bah, c'est plus facile de commercer avec les Indiens, avec l'Inde, qu'avec l'Espagne, hein, donc, ou la France. Donc, là aussi, il y a des imbrications qui se sont constituées. Et puis, il y a aussi quelque chose, alors moi, ça me touche personnellement, c'est que, puisque Romain a rappelé mon passé, moi, j'ai connu l'époque Brejnev, des étudiants étrangers, beaucoup d'origine d'Afrique, qui étaient boursiers de l'URSS. Donc, qui ont fait leurs études en URSS, des études euh, scientifiques, des études. Ouais, et donc, je disais que à cette époque, donc, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient de pays d'Afrique, pas forcément des pays qui étaient sous influence soviétique. Hein, je pense pas forcément de la Guinée ou de l'Angola et tout. Et moi, à cette époque-là, j'avais en Russie en train, en URSS. Et wagon-lit, je me suis retrouvé avec des étudiants camerounais et libériens. Des gens en septembre, qui repartaient à Moscou pour l'année universitaire. Bon, c'était en 82. Et, et ben maintenant, ces gens-là, cette génération-là, là, ils ont pris les commandes. Le Premier ministre du Mali, de l'équipe dirigeante actuelle, il est parfaitement russophone. Et, bien entendu, tous ces gens-là, ils ont gardé des relations avec leurs anciens camarades d'études, avec leurs professeurs, avec d'autres qu'ils ont rencontrés, avec lesquels ils partagent la langue russe. Le seul pays où c'est encore valorisé, c'est en Israël. Mais tout ça, ce sont des atouts qui vont dans le sens d'une meilleure collaboration, d'une meilleure écoute entre tous ces pays-là qui ont été méprisés la doxa occidentale. D'autant plus que quelque chose qui est important, c'est aussi que je parle pour de très grandes puissances, c'est-à-dire Russie, Inde, Chine, sont pas des gens qui fonctionnent comme les Occidentaux. Il y a quelque chose qui met désarçonne tous les Occidentaux. Ils se comprennent pas que les pays que je viens de citer, les gens ne fonctionnent pas comme ici. C'est-à-dire que là-bas, les trucs LGTB, Gay Pride et compagnie, même pas en rêve. Hein. Et la culture woke, même pas non plus. Donc il y a en même temps une réaction culturelle de la part de ces pays qui pourtant ne sont pas la Russie, l'Inde et la Chine, ils ont peu de choses en commun. Néanmoins, moi ça fait 40 ans que je le dis, les Russes sont un mystère pour les Occidentaux parce qu'ils ont une apparence physique européenne, mais là, ça fonctionne complètement à l'asiatique. C'est-à-dire que tout ce qui est logique, cartésianisme et tout ça, c'est à mourir de rire, quoi. Donc, ces pays, que ce soit l'Inde, la Chine et la Russie, sont des cultures, des civilisations qui fonctionnent pas avec le même rythme. C'est-à-dire que c'est pas en années ou en dizaines d'années, c'est en générations, c'est en siècles, c'est en millénaires. Les Chinois, ils comptent en millénaires. Alors qu'est-ce que l'autre il va dire? Ah bah oui, tiens, la semaine prochaine, oh là là là, attention. Et vous voyez, c'est-à-dire que même en ayant des caractères bien différents, il y a un fond commun qui fait qu'ils se comprennent mieux que de comprendre un Allemand ou un Suisse qui va leur dire, ah, il faut revenir à telle heure et tout ça. Non. Non, 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 ça va pas du tout. Alors, je reviens sur les pays candidats. J'ai dit donc le Vietnam et l'Indonésie qui sont des gros morceaux. Un autre gros morceau, alors c'est en discussion, c'est le Nigeria. Alors là, le Nigeria, bonjour. Parce que si le Nigeria rentre dans les BRICS,
c'est 190 millions de musulmans, puis alors des coriaces, hein, c'est Boko Haram et compagnie. Et alors là, pour déstabiliser toute la partie centre-ouest de l'Afrique, on peut pas faire mieux. Avec Nigeria, même si la population est misérable, c'est une puissance comment pétrolifère et le PIB, bon, c'est une illusion hein, parce que il y a qu'une toute petite partie qui profite de la richesse du pays. Mais là, ça risque de piquer dans les oreilles. Hein. Et d'autant plus que si le, les changements qui ont lieu actuellement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale perdurent, il va y avoir des flux migratoires. Et ces flux migratoires, ça ne sera pas vers la Chine, la Russie ou l'Inde. Donc je vous laisse imaginer ce qui nous attend. Avec des pays, des monstres démographiques comme le Nigeria ou l'Égypte, je vous laisse imaginer ce qui nous attend. Si on continue à considérer que ce sont des pays secondaires, touristiques, ou je ne sais quoi. Alors donc, voilà ce que je voulais vous dire. En matière de coopération, il n'y a pas de plan, je veux dire au niveau des BRICS, il n'y a pas de plan signé, comme je vous l'ai dit, hein, parce que il peut y avoir un contentieux, euh, notamment sur, par exemple, sur l'influence en Afrique. La Russie et la Chine sont concurrents. Donc, il vaut mieux pas qu'il y ait trop de trucs parce que sinon ça risque de finir en conflit. Mais globalement, euh, et quoi qu'en disent les économistes occidentaux, enfin ceux qui répètent la doxa, ça marche. Alors ça marche à leur rythme. Ça peut paraître un petit peu cafouilleux, ça peut être un petit peu, euh, comment dirais-je, incroyable, imprévisible, et ça marche. Quand on voit un pays comme l'Inde, par exemple, avec tout 23 langues officielles, je sais pas si vous imaginez, 23 langues officielles, des dizaines d'ethnies et tout ça, bah ça marche. Ça marche, c'est la plus grande démocratie du monde. Et et puis ça marche quoi. Le Brésil, ça donne un peu l'impression Carnaval de Rio et compagnie, mais non, c'est fini ça. Ce fut autrefois un pays avec des plumes et tout ça, mais maintenant c'est plus pareil. Les Brésiliens font des avions, les Brésiliens ont une capacité comment agricole très 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 importante, d'où d'ailleurs le danger de la part de nos agriculteurs de savoir si le Mercosur rentre dans un accord bilatéral. C'est pas bilatéral en plus, c'est une vraie arnaque entre le Mercosur et l'Union européenne. Alors même si l'Argentine, pour l'instant, n'est pas rentrée dans les BRICS alors elle y était éligible, c'est du fait de la volonté du nouveau président Milei, qui considère qu'il préfère rester dans de la zone dollar, la zone d'influence américaine, même quitte à indexer la monnaie argentine sur le dollar américain. Bon, c'est quand même un drôle de changement par rapport à son prédécesseur, mais le Brésil, c'est d'impact des BRICS en Amérique du Sud et qui est également attractif. Alors, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, il y a d'autres pays qui sont candidats, mais là, Mexique, Cuba, Venezuela, là, les autres, ils ont dit, ouh, on va pas commencer à exciter le grand méchant Sam. Ah, mais donc eux, ils sont en salle d'attente. Mais je pense que pour longtemps. Voilà. Parce que le Mexique, par contre, c'est un géant économique, mais bon, c'est pas possible, quoi. Vous imaginez, là, si le Mexique rentrait dans les BRICS, les autres à Washington, ils pètent un câble, hein. Donc, voilà. Moi, j'ai pas de livre à vendre, parce que je vois la table, là, qui est bien garnie, parce que, d'abord, le livre, je suis en train de l'écrire. Et je me demande même, d'ailleurs, si je vais le finir, parce que l'évolution va à un tel rythme
que j'écris le troisième chapitre, le premier sera déjà caduc. Donc, je vais voir un petit peu comment je fais ça. Mais de toutes les manières, peut-être que si j'ai le plaisir d'être invité de nouveau par le cercle, je viendrai vous présenter mon ouvrage. Voilà, c'est tout ce que j'avais oublié. Merci Pascal. Je vous en prie. Euh, Merci pour votre attention. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.